Sur le Venezuela, en ce qui concerne les efforts de reconstruction, quel est actuellement l'engagement des États-Unis envers le Venezuela? Il s'élève déjà à 180 millions de dollars et nous envisageons d'en faire davantage. Les Vénézuéliens en feront aussi davantage. Nous essayons de leur donner accès au financement mondial et au crédit pour la reconstruction. Ils évaluent encore les coûts totaux. Ils seront considérables, autant pour l'enlèvement des débris que pour la construction de nouveaux bâtiments. Une très bonne nouvelle est aussi passée un peu inaperçue la semaine dernière, à mon avis. Un groupe représentant l'Assemblée nationale de 2015, la dernière élue démocratiquement et que nous reconnaissons comme gouvernement légitime du Venezuela, a rencontré le gouvernement intérimaire. Ils ont convenu d'un cadre de discussion sur la réconciliation et le début du processus de transition dont les Vénézuéliens ont besoin. Leur première discussion officielle devrait commencer durant la première semaine d'août. C'est un résultat très important. Nous verrons où cela mène, mais cet accord a été bien accueilli au Venezuela. C'est une excellente nouvelle et nous y participerons étroitement. Pour des milliers de familles au Venezuela, la tragédie des tremblements de terre continue de s'éterniser. Le nombre de morts dépasse maintenant 5 300 personnes, selon le plus récent bilan publié par les autorités. Aujourd'hui, plus de 20 000 Vénézuéliens qui ont perdu leur maison vivent dans des camps, des stades, des places publiques ou simplement dans la rue, souvent sans accès à l'eau courante ni à des toilettes portatives. Pendant ce temps, les critiques contre les autorités se multiplient. Des chavistes les accusent de négligence dans la récupération des corps. Opération de déblaiement à La Guaira. Près d'un mois s'est écoulé depuis le double séisme qui a ravagé l'État côtier. Et beaucoup de gens n'ont toujours pas pu retrouver leurs proches. Le désespoir s'installe. Certains essaient encore, par leurs propres moyens, d'accéder aux ruines pour retrouver les leurs. Ils vont démolir l'immeuble avant même que je puisse enterrer ma famille. Et je te le jure sur la tête de ma mère, c'est ce que j'ai dit à propos de l'immeuble. Il y avait un politicien ici, mais il ne m'a pas écouté. Quelle est la situation? Il y a des corps ici, il y a des gens qui souffrent, et ils ont démoli davantage qu'ils n'ont cherché. Qu'ils arrêtent d'être aussi négligents dans ce foutu bordel, parce que tout ce que le gouvernement veut, c'est démolir. Pourquoi? Qu'est-ce qui presse autant? La colère des familles augmente devant la difficulté de récupérer les corps sans machinerie. Certaines ont loué des excavatrices pour soulever les murs et atteindre leurs proches décédés. D'autres ont réussi à récupérer quelques effets personnels. Un résident de La Guaira nous raconte son histoire. Depuis ce jour-là, ça a été très dur. Ma femme et moi sommes restés ensevelis, mais par la grâce de Dieu, une sorte de dôme s'est formé autour de nous et j'ai pu creuser. Il y avait une ouverture derrière moi et nous avons réussi à sortir, blessés, mais vivants. Depuis ce jour-là, ça a vraiment été très dur. Nous essayons de revenir ici pour récupérer des papiers et quelques effets personnels, mais c'est extrêmement difficile. Ebrahim a récupéré des documents et des passeports en fouillant lui-même dans les ruines de son immeuble. Avec le recul, il dénonce le retard de l'aide officielle après la catastrophe. L'aide n'est réellement arrivée qu'environ 4 jours plus tard. Ce sont les membres de la communauté, les gens eux-mêmes et les voisins qui ont commencé à sauver des vies. Ici, rien n'est arrivé. Absolument rien. À mesure que les jours passent, certaines familles paient des particuliers pour les aider à récupérer les corps de leurs proches. Mais celles qui n'en ont pas les moyens ne comptent pas abandonner. Il y a un corps, mais on ne sait pas de qui il s'agit. Nous sommes entrés et il y a bien un corps. J'ai trouvé la photo. Je suis parti la chercher parce que je veux vraiment qu'on sorte ce corps. OPP 27, dimanche 19 juillet. Regardez les conséquences du tremblement de terre, mais il y a aussi quelque chose d'inquiétant. Toute la quantité d'ordures et de déchets qui s'est accumulée après le séisme, notamment de la nourriture et des contenants de plastique, sans aucun système de collecte pour les ramasser. Même si nous savons que les décombres sont gérés autrement, regardez cette zone. Entre les mouches et toute cette quantité de plastique provenant surtout de la nourriture apportée aux travailleurs et aux familles, la situation commence à devenir un problème de santé publique. C'est aussi le cas dans les secteurs touchés par le tremblement de terre où des gens sont toujours présents. Regardez ces tentes. Les gens travaillent au milieu des ordures. Entre les décombres, les déchets et les corps retirés de la zone,
Tout cela représente sans aucun doute un risque sanitaire qu'il faut surveiller. Je viens d'enlever brièvement mon masque pour parler, mais sans masque, il est impossible de rester ici. Et tous les corps en décomposition qui continuent d'arriver. Les images que vous êtes sur le point de voir sont extrêmement difficiles. Nous avons réussi à accéder à la morgue improvisée à ciel ouvert, installée à La Guaira. Nous vous demandons de faire preuve de prudence, car les images suivantes pourraient être troublantes. La façon dont les corps étaient entassés et enveloppés ensemble sur le sol, prêts à être enterrés dans des fosses communes, révèle clairement l'incapacité du gouvernement à gérer une crise de cette ampleur. Pour entrer dans la morgue, nous avons dû verser 200 $ comptant à un officier de la garde nationale vénézuélienne. Il m'a laissé entrer, où j'ai pu constater une réalité encore plus horrible au Venezuela. Ça fait 24 jours que j'attends de sortir mon fils. Chaque matin, j'arrive ici. Quand je réussis à partir pour dormir ne serait-ce que 2 heures, je me tiens ici et je bénis mon fils, parce que je sais qu'il est là. J'ai demandé à la protection civile ce qu'elle faisait ici. Cherchez-vous les morts, les vivants ou des biens matériels? Tout le monde est resté silencieux. Depuis les appartements de Macuto jusqu'à Las Quince-Letra, des familles attendent encore sans aucune machine qu'on sorte leurs proches. Nous avons eu des amis qui nous ont prêté des machines. Les voisins ont recueilli de l'argent et en ont loué. C'est comme ça que nous avons sorti les morts. Nous sommes ici depuis 24 jours. Dans la partie avant, plus de 15 personnes décédées ont été sorties. Ça fait 24 jours que j'attends de sortir mon fils. Je m'appelle Gabriela Pérez et j'habite dans la tour UP26. En ce moment, les travaux publics démolissent avec leurs machines parce que pour eux, c'est plus facile de démolir que d'aider à sortir les corps. Tous les gens derrière moi essaient, comme moi, de sortir leurs proches. La machine ne fait que déplacer les décombres et sortir les gens en morceaux. Pour eux, nous ne valons rien. Je dénonce publiquement le gouvernement. Je l'ai toujours fait et je n'ai pas peur. Je veux sortir ma fille vivante. J'aimerais la sortir vivante. Je garde la foi, sincèrement. Sinon, que la volonté de Dieu soit faite, parce que ce n'est pas nous qui décidons. Mais le gouvernement devrait fournir les outils nécessaires pour aider, pas nous déstabiliser encore davantage après cette tragédie. Nous avons besoin d'aide, pas de mensonges prétendant qu'elles sont ici depuis le premier jour. Je n'ai pas peur d'eux, des menaces ni de quoi que ce soit, parce que j'ai foi en Dieu. Je veux d'abord sortir Antonio de l'appartement 101 où je me trouve. S'il m'arrive quelque chose, je tiens directement le gouvernement national responsable. J'étais une fonctionnaire active. Je me suis disputée avec eux en bas, près des machines, et ils n'ont pas aimé ça. La garde ne voulait pas qu'on filme. Il ne faut avoir peur de rien. Le Christ est mort pour la vérité. J'ai foi que toutes les personnes ici réussiront à sortir leur famille. Ce sont les familles elles-mêmes qui effectuent les sauvetages. Nous ne recevons absolument aucune aide. Regardez, après ça, venez pas me dire que c'est un mensonge. Ils disent que les machines sont venues ou qu'elles ne sont pas venues. Regardez par vous-même. C'est de cette machinerie-là qu'on avait besoin pour sauver des vies, mais regardez à quoi elle sert, uniquement à sortir des voitures. En ce moment, nous sommes aux résidences Caraïbes. C'est à ça qu'ils utilisent les machines, vous voyez? Fuck, c'est égoïste. On n'a vraiment aucun droit dans ce pays. Sérieusement, quel égoïsme enragé.
Toutes les équipes de sauvetage sont arrêtées parce que présentement, personne ne peut secourir les victimes. Ils sont occupés à sortir des voitures. Cette machine-là devrait soulever ces dalles pour qu'on puisse sortir les personnes encore vivantes ainsi que celles qui sont mortes. Ils auraient dû utiliser ces machines pour ça dès le début. Regardez toutes ces dalles encore intactes qui couvrent les P-27, P-28 et P-22. Il reste encore un paquet de morts là-dessous, dont des personnes qui ont survécu pendant plus de 16 jours avant de finir par mourir. Tout ça parce qu'ils préfèrent sortir les putains de voitures. C'est vraiment de la merde. Félicitations. Nous nous préparons à entrer sous les décombres avec cette équipe de bénévoles. Nous avons nos casques et tout notre équipement de protection. Ici, on voit les corps. La jeune fille de 19 ans. Sais-tu comment elle s'appelait? Tu la connaissais? Oui, c'est ma fille. Elle était avec ma mère, sa mère et sa grand-mère. Nous avons sorti ma mère et sa mère. Mon objectif maintenant, c'est de la sortir. Nous avons besoin d'aide internationale et d'aide psychologique pour les familles, parce que c'est un traumatisme immense. Un des corps, dont nous ne connaissons pas la famille, est resté coincé au premier étage à cause de l'effondrement. Cette personne a été brûlée et a énormément souffert. Nous ne partirons pas avant de lui avoir offert un repos digne et paisible. Le gouvernement ne nous a aidés d'aucune façon. Nous nous aidons les uns les autres. Ce sont uniquement les familles et les résidents d'ici qui essaient de sortir nos proches. On voit la petite main de la dame qui semble avoir été écrasée. Nous sommes sous l'immeuble OPE 27. Ils creusent des tunnels à travers les décombres. Nous avions détecté beaucoup de bruit de ce côté, mais à cause des nouveaux effondrements et de la machinerie, les sons se sont dissipés. Nous avons entendu des claquements et des grattements. C'est ce qui nous guidait et c'est pour ça que nous sommes entrés ici. En ce moment, nous sommes complètement entourés de victimes. Nous avons sorti environ une trentaine de corps d'ici. Environ 30, peut-être un peu plus. Nous sommes au 4e étage, avec 8 étages de l'immeuble au-dessus de nos têtes. Tout pourrait s'effondrer à n'importe quel moment. Lui, c'est un bénévole. Moi, je suis ici pour la famille de mon ami. À toutes les personnes qui sont dehors, nous avons besoin d'outils et de matériel utile. Pas d'argent, mais d'outils qui nous permettent de travailler. C'est maintenant le moment de sortir. Parce que après 20 ou 30 minutes, le manque d'oxygène devient dangereux. C'est une catastrophe extrêmement triste, avec des milliers d'histoires ensevelies sous les décombres. Grâce à des tunnels comme celui-ci, creusés par les survivants eux-mêmes, les recherches se poursuivent pour sauver les personnes coincées sous les décombres. Je suis ici avec John Torres, qui va nous expliquer le travail accompli. Je m'appelle John Torres et j'habitais ici, dans l'appartement 408. Ma mère est encore là-dessous, ainsi qu'un neveu venu nous rendre visite et une sœur qui habitait au 7e étage. L'appareil aurait détecté entre 12 et 15 personnes encore vivantes. Il sert à repérer les signes de vie. Si une personne gratte les murs, on demande à tout le monde d'alterner entre des périodes de bruit et de silence afin de localiser les victimes plus facilement. En bas, au rez-de-chaussée, nous avons trouvé des véhicules de ce côté-ci. La façon dont la tour s'est effondrée n'a absolument aucun sens. On peut se trouver au 5e étage et tomber directement sur le 3e, en diagonale. Des dalles qui se trouvaient de l'autre côté ont été projetées jusqu'ici. Des survivants présents au moment du tremblement de terre racontent que le bâtiment s'est affaissé. Des dalles ont été projetées dans les airs et certains appartements ont été déplacés. Seuls les survivants savent comment ils ont réussi à s'en sortir. Nous avons découvert environ 12 tunnels en essayant toutes les méthodes possibles. Au début, nous travaillions avec des outils rudimentaires. Ensuite, grâce à nos investissements, nous avons commencé à utiliser des marteaux électriques et des génératrices. Mais tout a été réalisé grâce à nos propres efforts.
Et malgré tout ça, nous travaillons contre la montre. Regardez, ceci est le deuxième étage d'une tour de 12 étages. Voyez où le deuxième étage s'est retrouvé, pratiquement au niveau du sol. Mon fils et mon beau-frère sont encore ici. Je viens de sortir ma femme et mon gendre. J'ai sorti ma femme il y a 20 minutes, puis mon gendre à l'instant. Il me reste encore mon fils et mon beau-frère. C'est le deuxième étage, presque collé au rez-de-chaussée. J'entre encore par ici. J'ai ouvert tous ces tunnels dès mon arrivée, en cherchant ma famille. C'était la cuisine de cet appartement. Regardez comment tout a été détruit. Tout l'appartement est tombé vers l'étage inférieur. Ça fait presque un mois que je passe mon temps sous terre à sortir ma famille. Grâce à Dieu, j'y suis arrivé. J'ai aussi sorti d'autres corps pour aider des gens, parce que le désespoir est extrêmement fort. Je veux sortir de ce cauchemar. J'avais promis à Dieu de ne pas abandonner ma famille sous les décombres. Je ne partirai pas avant de les retrouver. Et grâce à Dieu, il me les a placés sur mon chemin. Je demande seulement qu'on aide les gens. Ça me brise le cœur de voir une dame dont toute la famille est ensevelie ici, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Qui va l'aider à sortir sa famille? Comme cet homme-là. Après avoir sorti les miens, je sortirai ce corps. Je ne sais pas de quelle famille il vient, ni même s'il s'agit d'un voisin, parce que les corps sont déjà trop décomposés pour être reconnus. Je vais le sortir et le remettre à la police judiciaire pour qu'elle s'occupe du reste. Je ne veux pas qu'il reste ici. Il faut sortir rapidement les personnes décédées. Mon fils a des milliers de kilos de décombres sur lui. Je ne laisserai pas une machine le broyer avec les gravats. Moi, je passe par ici et lui passe de l'autre côté. Ces casques sont faits pour la construction, pas pour sortir des gens de sous un balcon. Les bottes ne sont pas renforcées et nous n'avons aucun équipement de protection, parce que les ressources sont très limitées. J'ai perdu mon téléphone parce qu'il s'est cassé ici. Je suis entré dans ces trous, je me suis assis dessus et il s'est brisé. Mais nous continuons à lutter jusqu'à ce que tout le monde soit sorti. Depuis combien de jours es-tu ici? Aujourd'hui, ça fait 28 jours. Sí, ubicamos una caja ahí, comandante, por favor. Sí, de la... Dale, Miguel. Comment une petite chienne a-t-elle réussi à survivre pendant 29 jours sous les décombres des tremblements de terre au Venezuela? Son histoire a inspiré des milliers de familles qui gardent encore l'espoir de retrouver un proche. Au milieu de la dévastation laissée par les tremblements de terre du 24 juin dernier au Venezuela, une histoire fait maintenant le tour du monde. Leila, une petite chienne de type caniche français, a été retrouvée vivante après être restée coincée pendant 29 jours sous les décombres. Ce moment émouvant a été filmé. On y voit un secouriste lui offrir de l'eau. Leila, qui a encore un peu de force, réussit à boire toute seule, provoquant une grande émotion chez les personnes ayant participé à l'opération. Mais comment est-il possible de survivre aussi longtemps? Selon les experts, certains chiens peuvent réduire leurs dépenses d'énergie lorsqu'ils restent immobiles pendant de longues périodes. S'ils ont aussi accès à de petites infiltrations d'eau et que les températures ne sont pas extrêmes, leur survie peut se prolonger, même si ce genre de cas demeure extrêmement rare. Est-ce que cela signifie qu'on pourrait encore retrouver des personnes vivantes? Les spécialistes expliquent que, même si des cas exceptionnels existent,
les chances de survie diminuent énormément au fil des jours. Toutefois, des sauvetages comme celui de Leila gardent l'espoir vivant et rappellent l'importance de poursuivre les recherches tant que les conditions le permettent. Bailey. Le Venezuela veut avoir un gouvernement légitime, et le seul qui a le pouvoir de désigner un gouvernement légitime, c'est le peuple vénézuélien. Parce que, comme le dit l'article 5 de la Constitution, la souveraineté appartient au peuple. Nous avons demandé à la Chambre constitutionnelle d'ordonner à l'Assemblée de se prononcer, de débattre de la question et de remplir son devoir. Si cette Assemblée nationale est déclarée coupable d'outrage, le tribunal devra alors la remplacer, déclarer l'absence définitive du président de la République et, par conséquent, convoquer des élections. Sur le plan politique, ce qui est proposé, c'est de respecter les éléments contenus dans le document de Panama. Toute autre opération menée en dehors de l'accord de Panama ne nous renforce pas en tant que société démocratique. Nous demandons à tous les secteurs de l'opposition vénézuélienne de faire respecter cette signature que nous avons tous apposée au Panama il y a 2 mois. Je ne doute aucunement que le plan de Jorge Rodríguez, conçu pour lui par Zapatero et qu'on appelle le Plan Zapatero, consiste à gagner le plus de temps possible, à rester ici jusqu'à ce que le président Trump ne soit plus président des États-Unis, puis à rejouer une autre de leurs vieilles tactiques, la fraude. Mercredi dernier, le président Trump a annoncé au monde entier qu'il avait déclassifié des documents de la CIA démontrant la participation de pays étrangers à des fraudes commises aux États-Unis. Et justement, l'un des acteurs ayant collaboré à cette fraude est une entreprise créée, encouragée, reconnue ou engagée par Jorge Rodríguez, une entreprise proche de lui, Smartmatic. Et justement, cet individu manipule les processus électoraux et le processus politique depuis maintenant 22 ans. C'est pourquoi, Monsieur le Président Trump, Monsieur le secrétaire Marco Rubio, ouvrez les yeux. Ne vous laissez pas séduire par ce charmeur de serpent qui, malheureusement, nous maintient plongés dans cette tragédie. Il est temps de mettre les choses au clair et de freiner leur volonté de repousser les élections jusqu'en 2030. Enrique Ochoa, ambassadeur du régime en Allemagne, a annoncé le 7 avril quel était le plan. 2026, réforme constitutionnelle. 2027, élection des maires et des conseillers municipaux. 2028, élection des gouverneurs et des députés régionaux. 2029, élection au Congrès. 2030, élection présidentielle. Cela a également été obtenu à Madrid dans le cadre de l'enquête sur Zapatero. Ce plan a été découvert. Ochoa Antich l'a annoncé ici et Jorge Rodríguez est en train de l'appliquer. Nous avons donc l'obligation de lancer l'alerte et nous avertissons les compatriotes qui vont s'asseoir avec la dictature le 1er août. Souvenez-vous de cette histoire et gardez-la en tête afin que nous ne répétions pas la même erreur. Nous ne pouvons pas trébucher 2 fois sur la même pierre.